Donc, inviter le premier intervenant pendant 15 minutes à nous présenter l'essentiel, l'économie de ce qu'il a préparé pour nous. Néphropathie drépanocytaire, mécanisme physiopathologique. Professeur Makoulou, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci. On peut lancer la diapo. Drépanocytose et atteinte rénale. Voilà le plan de présentation. Donc, la physiopathologie de la drépanocytose et conséquences sur les reins. Diapo, oui. Le spectre des atteintes rénales associées à la drépanocytose et nous allons aborder le principe de prise en charge. Bon, voilà, on nous a rappelé l'épidémiologie de la drépanocytose. Il y a l'étude du prof Chilolo et collaborateurs sur environ 34 000 naissances vivantes. Il a rapporté 1,4% de fréquence des drépanocytoses homozygotes, 16,9% pour les traits drépanocytaires. Mais je rappelle quand même cette étude assez récente au nord-est du pays, Beni Butembo, où curieusement, on rapporte une prévalence plus basse, 0,2% pour les SS, 5,7% pour les traits drépanocytaires. C'est pratiquement la même prévalence au Rwanda, Burundi et même en Tanzanie. Donc, il y a un certain gradient est-ouest. Et puis, nous savons que la mortalité est très élevée. Le prof Nguyen nous l'a dit. Cette étude a regroupé les données de 5 pays africains, dont la RDC. L'étude montre que environ 15% d'enfants drépanocytaires homozygotes n'atteignent pas l'âge d'1 an. 36% n'atteignent pas l'âge de 5 ans. 43% de 10 ans. Donc c'est un problème réel dans notre milieu. On a rappelé la physiopathologie, mais je le dis quand même parce que vous allez voir quelle est la particularité par rapport au rein. Donc, il y a la polymérisation de l'hémoglobine S, les contextes d'hypoxie, les contextes de déshydratation, ça favorise l'hémolyse. Et l'hémolyse intravasculaire fait le lit de la dysfonction endothéliale. Il y a d'abord l'hème qui va perturber le fonctionnement normal de NO. Vous savez que le NO influence la vasomotricité. Mais deuxièmement, on libère l'arginase. L'arginase agit sur l'arginine. L'arginine, c'est un substrat naturel qui participe à la production de NO. Mais sauf que quand il y a l'arginase va transformer l'arginine en ornithine, ornithine cycle de l'urée. Finalement, il n'y a pas suffisamment d'arginine libre pour produire le NO. Ça, c'est un problème. Et puis, nous allons revenir sur la toxicité liée au fer. Il y a des diapos qui viendront. Il y a la vaso-occlusion, l'hypoxie, la déshydratation favorise l'expression au niveau des globules rouges des protéines adhésives qui feront que les globules rouges puissent constituer des agrégats. Mais ce n'est pas seulement le globule rouge. Même au niveau des globules blancs, même au niveau des plaquettes, il y a production de ces protéines adhésives qui vont se fixer sur la paroi. En se fixant sur la paroi, ça crée des agrégats finalement. Ça limite la facilitation, ça limite la microcirculation. Et cette stase fait le lit également de la physiopathologie de la drépanocytose. Donc,
Je vous ai expliqué tout à l'heure comment est-ce qu'à cause de l'hémolyse, l'hème libéré va réagir avec le NO, l'anhydrase, l'arginase plutôt hydrolyse l'arginine. Finalement, il y a moins de NO libre pour favoriser la vasomotricité, d'où il y a la dysfonction endothéliale. Chaque fois que le fer est libre dans la circulation, le fer va réagir avec le peroxyde d'hydrogène. La formation du fer ferrique s'accompagne du radical hydroxyle. Et le radical hydroxyle, c'est un oxydant puissant. Vous devez savoir qu'autour du noyau, les électrons gravitent, et en cas de stress oxydatif, cette gravitation s'accélère. La gravitation s'accélérant, ça provoque des lésions. En situation normale, le métabolisme produit des radicaux libres. Mais l'organisme, grâce à la capacité antioxydante, enzymatique et non enzymatique, arrive à assurer une certaine homéostasie et empêcher des lésions. Vous voyez par exemple, quand on a l'oxygène dismuté, la présence du superoxyde dismutase permet en fait la production du peroxyde qui est déjà moins oxydant, et à partir du peroxyde, il y a production de l'eau et de l'oxygène grâce à la catalase, ou bien de deux molécules d'eau grâce à cette enzyme glutathion peroxydase. Mais le fait qu'il y a du fer, le fer va détourner le peroxyde d'hydrogène et former l'ion hydroxyle. Donc vous comprenez que chaque fois qu'il y a le fer libre, le fer va provoquer un stress oxydatif plus important. Donc l'hémolyse du drépanocytaire va entretenir le stress oxydatif. Alors, pourquoi ce stress oxydatif est si mauvais pour les reins? On vous avait rappelé quelques conditions qui peuvent favoriser des crises vaso-occlusives chez les drépanocytaires. Il y avait notamment l'hypoxie, la déshydratation. Le rein a une partie qu'on appelle cortex médulaire. La médulaire travaille en hypoxie. La médulaire travaillant en hypoxie, les globules rouges qui arrivent au niveau des vasa recta, le vasa recta, ce sont ces vaisseaux qui sont autour des tubules, ils sont en hypoxie. Donc, on crée des conditions pour que, d'une part, la falciformation s'aggrave. La falciformation s'aggravant, ça va favoriser d'autre part des obstructions au niveau vasculaire. Ces obstructions vont favoriser des mécanismes apoptotiques au niveau des tubules. Donc, il se crée un cercle vicieux qui fait que, d'une part, l'hypoxie aggrave les crises vaso-occlusives. Les crises vaso-occlusives aggravent des lésions au niveau de la médulaire profonde. Bien sûr, nous allons rappeler quel est le rôle de cette médulaire profonde et pourquoi il y aura des anomalies chez l'enfant drépanocytaire. Et d'autre part, cette hémolyse avec le fer qui est en dehors du globule rouge, qui va finalement se retrouver au niveau interstitiel, parce que ça va stimuler les stress oxydatifs, ça va stimuler les transformes hygrofacteurs bêta, feront les lits de quelques lésions que nous allons voir. Ici, c'est une image des biopsies rénales d'un sujet drépanocytaire. Vous allez voir qu'il y a des dépôts de fer, comme des sidérine.
au niveau de l'interstitium. Donc cette présence de fer va favoriser le stress oxydatif, va favoriser des lésions au niveau des glomérules ou bien des tubules, tout dépendra là où il y a ces dépôts. Alors, cette disposition où vous avez le tube contourné proximal, l'anse d'un lait qui remonte les tubes distales et à côté des vases recta, crée un gradient corticomédulaire en termes d'osmolarité. Au fait, ça permet au rein de retenir suffisamment de liquide ou de s'adapter par rapport aux besoins osmotiques de l'organisme. On sait par exemple que la consommation journalière, c'est à peu près 600 milliosmoles. Le rein s'adapte pour éliminer ces 600 milliosmoles en fonction des quantités d'eau prise. Ce qui fait que si vous buvez moins, les reins vont s'adapter à ce que les urines soient concentrées. Si vous urinez plus, les reins vont s'adapter pour que les urines soient diluées de manière à éliminer exactement cette quantité. Or, pour que ce mécanisme fonctionne bien, il faut une intégrité des cellules tubulaires. Nous venons de dire tout à l'heure, à cause des crises vaso-occlusives, à cause de l'hypoxie, il y a perturbation au niveau des tubules. Cette perturbation au niveau des tubules va donc entraîner des lésions empêchant la concentration normale des urines. Ça, c'est une image du rein avec des vases recta. Ça, c'est un rein normal. Vous voyez que le vasa recta sont bien visibles. Alors que ici, le vasa recta sont pratiquement détruits. Détruits pourquoi? À cause de l'apoptose. Donc ça, c'est ce qui se passe chez les drépanocytaires. Quand vous faites une angiographie de vaisseaux rénaux, vous allez voir que chez les drépanocytaires, on assiste donc à une raréfaction des vases recta suite à des mécanismes d'apoptose qui s'accentuent. Vous savez qu'il y a la déshydratation intracellulaire qui est dans la physiopathologie aussi de la drépanocytose par le biais des canal Gardos, un canal qui au fait libère du potassium suite à une stimulation liée au calcium. Mais les cellules tubulaires expriment également ces canaux-là. Donc, au fait, c'est par ces canaux, suite à la stimulation, pas que du calcium, même du magnésium, on peut avoir une libération du potassium qui est le principal ion intracellulaire. Donc ça participe à la physiopathologie. Donc la drépanocytose aggrave des lésions tubulaires, les lésions tubulaires aggravent la drépanocytose parce que là, la sortie du potassium va favoriser la déshydratation intracellulaire, même des cellules tubulaires. Et l'apoptose va s'aggraver. Alors, l'hyperfiltration, oui, nous savons que chez les drépanocytaires, il y a un hyperdébit cardiaque. En plus de l'hyperdébit cardiaque, pendant longtemps, les drépanocytaires, à cause des difficultés de concentration des urines, sont plus ou moins en déshydratation, sont plus ou moins en hypotension. Tout cela crée des conditions pour favoriser les flux plasmatiques rénales. Finalement, on assistera à une hyperfiltration glomérulaire. Et cette hyperfiltration glomérulaire va exposer le filtre rénal à beaucoup travailler. Or, chaque fois que le filtre rénal travaille beaucoup, non seulement la dimension des pores va augmenter, ça va stimuler également l'inflammation, ça va stimuler la production du transfert migrofacteur bêta et ça va faire le lit des atteintes glomérulaires. Mais on sait aussi qu'au niveau même local, chez les drépanocytaires, très tôt, il y a expression accrue de certaines prostaglandines comme I2, E2 et même D2 qui vont favoriser une vasodilatation de l'artériole afférente qui va contribuer également à l'hyperfiltration glomérulaire. Mais cette hyperfiltration glomérulaire
expose aussi les tubules à beaucoup travailler. Chaque fois qu'une cellule travaille, sachez-le, la cellule a besoin d'oxygène, la cellule a besoin d'ATP. À un moment donné, la cellule peut s'épuiser. Tout ça, ça explique encore pourquoi il y a un cercle vicieux qui se crée et finalement, l'apoptose ne pourra que s'aggraver même au niveau des cellules tubulaires. Tout ce qu'on a dit, c'est bien, mais retenez, il y a aussi la modulation. Il n'y a pas deux drépanocytaires qui se ressemblent. Il y a des particularités. Parmi ces particularités, il y a par exemple des facteurs qui modulent même la production de l'hémoglobine fœtale. Il y a des facteurs qui modulent même l'action de l'hémox. Donc vous voyez là, nous disons, il y a des facteurs qui influencent les taux d'hémoglobine fœtale, des facteurs génétiques. Donc il y a des variabilités génétiques qui feront que la clinique peut varier entre deux drépanocytaires. Il y a les facteurs qui limitent le catabolisme des lemmes, d'où un certain rôle dans la cytoprotection. Quand nous disons lemme, vous attendez la possibilité de libérer le fer qui peut être toxique. Les déficits en glucose 6-phosphodéshydrogénase qui va accentuer l'hémolyse. Et pour les atteintes glomérulaires, il y a le variant d'apolipoprotéine 1, notamment G1G1, GDGD, G1GD, qui ont un risque plus accru d'exposer le patient à développer la maladie rénale. Donc, il y a ces papiers récents qui résument en fait toute cette physiopathologie, mais il y a aussi ce travail du prof Nikobi, travail que j'aime beaucoup, qui montre vraiment que il n'y a pas deux drépanocytaires qui se ressemblent. Chaque drépanocytaire a certaines particularités et cette particularité peut expliquer la variabilité de la maladie, y compris les complications au niveau rénal. Alors, les spectres des atteintes rénales, donc on a dit, les crises vaso-occlusives répétées favorisent des troubles de la microcirculation. Donc l'hypoxie, l'hyperosmolarité, la déshydratation, ainsi de suite. L'hémolyse chronique favorise les dépôts d'hémosidérine et de fer au niveau interstitiel, ce qui va perturber le métabolisme cellulaire. Le trouble de concentration des urines, on peut le voir même dès 8 mois de vie. Donc des études ont montré que ces troubles de concentration des urines sont très précoces, même à 8 mois de vie. Et ces troubles de concentration des urines concernent 93% d'enfants SS. La quasi-totalité des adultes drépanocytaires ont un pouvoir de concentration maximale inférieur à 400, alors qu'un sujet normal, ça peut aller jusqu'à 800, jusqu'à 1000. Donc, il peut facilement éliminer 2 à 3 litres par jour, alors qu'un sujet normal élimine 1 à 1,5 litre. Il se crée donc une certaine déshydratation qui fera les lits de toutes ces complications citées. Ça n'avance plus. Alors, l'ischémie dans la médulaire profonde, je n'y reviens pas, parce que je l'ai déjà dit, mais je précise, en dehors de cette déshydratation, en partie favorisée par le fait que les cellules tubulaires elles-mêmes expriment les canaux Gardos, les cellules tubulaires, notamment corticales, participent aussi à l'acidification des urines. Au fait, quand on acidifie les urines, c'est au fait pour épargner une acidose systémique. Le fait que ce mécanisme d'acidification des urines, c'est-à-dire élimination de protons, plus NH3 pour donner NH4 fait défaut, le drépanocytaire est exposé à l'acidose. Or, l'acidose était citée parmi les mécanismes qui favorisent des crises. Donc, c'est un cercle vicieux. Je te complique, tu me compliques. Je te complique, tu me compliques. C'est ce jeu-là, c'est à ce jeu que les reins et la drépanocytose jouent. Alors, l'hyperfiltration glomérulaire, oui, on peut déjà le voir par l'augmentation de la taille des reins.
La microalbuminurie est la conséquence de l'hyperfiltration. Quand il y a une hyperfiltration, la pression intraglomérulaire augmente. Vous exposez les cellules tubulaires glomérulaires plutôt à plus de pression. Alors, la microalbuminurie est grave. Pourquoi? Les reins pensent qu'il faut réabsorber de nouveau cette albumine. En réabsorbant cette albumine, le rein épuise sa capacité antioxydante. Les mitochondries, au niveau des tubules, pensent que je dois les détruire. Mais vous les détruisez, à un moment donné, vous diminuez votre propre capacité. Ce qui fait que la microalbuminurie, c'est un puissant facteur de risque cardiovasculaire. Je n'ai pas dit risque cardiovasculaire, j'ai dit puissant facteur de risque cardiovasculaire parce que finalement, cette microalbuminurie fera les lits d'un dysfonctionnement endothélial généralisé. Le problème, au lieu de se limiter au niveau des reins, le problème passe partout, y compris à distance. Donc, la vie de beaucoup de patients passe à cette étape. Parce qu'à cette étape, on peut ralentir la progression. Mais une fois passé à la macroalbuminurie, ça devient difficile. Or, à la table de la microalbuminurie, il n'y a pas de symptômes. Donc, la vie de beaucoup de drépanocytaires par rapport à leur risque rénal se passe au moment où il n'y a pas beaucoup de symptômes au niveau rénal. Il y a l'hématurie, en partie favorisée par la nécrose papillaire, donc des crises vaso-occlusives, mais les drépanocytaires peuvent également présenter des carcinomes papillaires qui vont se traduire par de l'hématurie. La protéinurie, oui, on l'a déjà dit. Je mets en rouge parce que je soigne les adultes, parce que chez les drépanocytaires adultes, la première lésion, c'est la glomérulosclérose focale et segmentaire. Mais quand on fait des biopsies chez les enfants drépanocytaires avec syndrome néphrotique, beaucoup de travaux montrent que la prolifération mésangiale semble être plus fréquente que la glomérulosclérose focale et segmentaire. C'est important de le dire parce que le traitement n'est pas identique. Mais les drépanocytaires peuvent présenter également la glomérulonéphrite membrano-proliférative, mais également la microangiopathie thrombotique. Le prof Nguyulu l'a dit. Le P-sélectine qui sont exprimés au niveau des plaquettes, au niveau des globules blancs et même au niveau des globules rouges font les lits des agrégats au niveau de la microcirculation et ça favorise des microangiopathies thrombotiques dont la prise en charge peut nécessiter la plasmaphérèse. C'est toujours bon de le dire, mais il faut quand même calmer les gens en disant que les complications les plus fréquentes restent quand même les deux au niveau glomérulaire. On peut avoir au stade 5 de la maladie rénale, c'est-à-dire lorsque la filtration glomérulaire est en dessous de 15 ml par minute, une glomérulosclérose diffuse. À ce moment-là, rien à faire, il faudra des méthodes de greffe rénale ou bien la dialyse. Alors, qu'est-ce que nous appelons néphropathie cyclanémique? Vous avez vu, il y a plusieurs atteintes qu'on peut avoir. Mais, quand on dit néphropathie cyclanémique, on parle plus en termes d'hyperfiltration glomérulaire. Voici les seuils, 140 chez l'homme, 130 chez la femme, microalbuminurie ou protéinurie, insuffisance rénale chronique. Sur base de ces critères, la prévalence est estimée à 80% chez les drépanocytaires adultes. 80%. Mais, ne pas paniquer. Tous ne sont pas au stade 5. Ils sont peut-être au stade 1, 2, 3, 4 de la maladie rénale. Mais la microalbuminurie est très précoce, parfois même avant l'âge de 10 ans. Alors, contrairement à la plupart des maladies rénales chroniques, la pression artérielle est souvent basse dans la maladie rénale chronique associée à la drépanocytose. Si vous avez une hypertension, ça signe déjà l'évolution de la maladie. Peut-être au stade 4 ou au stade 5. La nécrose papillaire, je l'ai dit,
la calcinose papillaire, je l'ai dit, on peut avoir une néphrocalcinose parce que parmi les perturbations chez les drépanocytaires, il y a une absorption plus marquée de phosphore. On ne connaît pas trop la raison, mais on sait que chez les drépanocytaires, la réabsorption rénale du phosphore augmente. Or, le phosphore, c'est un marqueur des risques cardiovasculaires parce que le phosphore associé au calcium, dès que le produit phosphocalcique est en dessous de 55 grammes carrés, litres carrés, il y a des précipitations. À quel niveau? Au niveau des vaisseaux. Et la précipitation au niveau des vaisseaux va favoriser l'athérosclérose. Les autres étiologies liées à l'agression rénale aiguë existent. La prise des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui vont favoriser des mécanismes antiprostaglandines, donc vasoconstriction de l'artériole afférente, d'où insuffisance rénale. Mais en dehors de ça, les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent donner également une néphrite interstitielle et dans certains cas, des atteintes glomérulaires comme le minimal change. Donc tout ça, ça existe. Je résume ici quelques fonctions tubulaires perturbées chez les drépanocytaires. Les mécanismes ne sont pas toujours pas bien connus. Vous voyez par exemple chez certains drépanocytaires, la réabsorption rénale du glucose augmente. La réabsorption rénale du glucose augmente chez certains, mais pas chez tout le monde. Donc ils auront tendance à avoir des glycémies borderline, un peu élevées là. Alors, le problème des défauts d'acidification des urines, je l'ai déjà dit, donc on n'insiste pas. Alors, oui, il faut doser la créatinine, mais la créatinine est un très mauvais marqueur chez les drépanocytaires. D'abord, il y a une sécrétion accrue au niveau tubulaire, mauvais marqueur. Deuxième élément, la fonte musculaire, mauvais marqueur. C'est vrai qu'on peut recourir à la cystatine, mais que ce soit la cystatine, que ce soit la créatinine, il faut utiliser des formules. À ce jour, il n'y a pas vraiment de formule idéale, mais on sait au moins que la formule utilisant la cystatine C ou bien la formule CKD-EPI, c'est, je pourrais dire, la formule la moins mauvaise. Mais le message est que, au niveau de nos laboratoires, on doit vulgariser cette formule de manière à ce qu'à chaque fois qu'on dose la créatinine ou la cystatine C, de manière instantanée, qu'on donne aussi les résultats en termes de filtration glomérulaire. C'est une formule un peu difficile à retenir. Donc là, vous voyez le problème d'hyperfiltration chez les drépanocytaires. Alors je reviens en arrière. Vous avez vu qu'en fonction des formules qu'on a utilisées, il peut y avoir de mauvaises classifications du stade de la maladie rénale. D'où il faut pour le moment utiliser des formules CKD-EPI. Alors, il y a quelques études locales qui ont été menées sur reins et drépanocytose. Il y a ce travail, Betoukoumé Soué dans la salle, peut-être il va revenir. On a trouvé par exemple que 7% d'enfants drépanocytaires avaient le variant G1, G1, G2, G2, G2 qui sont à grand risque de maladies rénales. Et dans ce groupe-là qui avait ces variants à risque, le risque de microalbuminurie était multiplié par 10. Le risque d'hyperfiltration glomérulaire était multiplié par 15. C'est beaucoup, hein? Vous voyez comment la génétique peut modifier le profil évolutif d'une maladie. Cette étude a évalué la capacité antioxydante chez les drépanocytaires et ses complications. On voit par exemple que chez les drépanocytaires où il y a la capacité superoxyde dismutase ou en glutathion peroxydase basse, chez ces drépanocytaires, la microalbuminurie est plus élevée. Ça s'explique. Ces drépanocytaires-là avaient probablement des hémolyses, et ces hémolyses avec le fer, la réaction de Finton, utilisaient ces fers-là
pour entraîner des lésions. Et on l'a prouvé dans une autre étude où on a effectivement montré que la corrélation de la microalbuminurie était positive avec la glutathion peroxydase, qui est une enzyme antioxydante, avec superoxyde dismutase, une enzyme antioxydante, mais regardez bien, la corrélation était négative. Par contre, la corrélation était positive avec les taux de globules blancs, ce qui sous-entend l'inflammation, avec le LDH, ce qui sous-entend l'hémolyse intravasculaire. Donc, ceci explique pourquoi on peut avoir la microalbuminurie et ça donne aussi des pistes. Comment peut-on agir pour freiner ces processus? Alors, c'est peut-être une chance pour nous. Nos KAS, il y a quand même très peu qui ont des formes composites associées à l'hémoglobinose C ou à la bêta-thalassémie. Bon, Nico dira peut-être un mot, mais on constate que chez les adultes AS, en tout cas, ils ne présentent pas des atteintes glomérulaires, mais ils présentent quand même des atteintes tubulaires. Mais il vaut mieux avoir des atteintes tubulaires modérées que des atteintes glomérulaires. Le principe de prise en charge, la prévention, j'ai mis l'hydroxyurée en rouge parce que c'est plus ou moins ça qui fait consensus. Quand je dis plus ou moins, parce que derrière mon plus ou moins, je suppose que les gens connaissent les effets secondaires, connaissent comment faire la surveillance. Bon, on a parlé de la possibilité pour le globule rouge stimulé, les globules blancs stimulés, les plaquettes stimulées, d'exprimer des molécules d'adhésion comme P-sélectine. Actuellement, il y a des études pour vérifier si l'utilisation de ces anticorps anti-P-sélectine peuvent diminuer la progression de la maladie. Au fait, avec cette agrégabilité, cette adhésivité, on empêche la microcirculation. En empêchant la microcirculation, la stase là va favoriser l'hyperperméabilité, va aggraver l'inflammation. Mais on n'a pas encore de données définitives. Bon, Voxelotor, oui, c'est prometteur dans la mesure où ça peut améliorer l'affinité de l'hémoglobine à l'oxygène. Il y a des études pour voir si ça peut ralentir la progression de la maladie rénale, mais ce n'est pas encore publié. On en parle dans des congrès, mais ce n'est pas encore publié. Bon, la place des chélateurs de fer, bon, je pense que les chélateurs de fer, à cause de leurs effets secondaires, il faut peut-être les donner quand c'est établi qu'il y a une surcharge en fer. Vous voyez, quand vous donnez l'hydroxyurée, il peut arriver que l'hydroxyurée ne marche pas simplement parce que de l'autre côté, il y a une surcharge en fer. À ce moment-là, je pense raisonnable de donner des chélateurs en fer. Je l'ai dit d'autant plus que vous avez remarqué que le fer, en dehors du globule rouge, c'est un facteur de progression de la maladie rénale. Bon, pour la microalbuminurie, oui, les IEC, les ARTAN peuvent réduire l'albuminurie et stabiliser la filtration glomérulaire, mais cela est plus démontré quand la lésion et la glomérulosclérose focale est segmentée. Si c'est une prolifération mésangiale, c'est discutable. Ça explique un peu pourquoi dans certaines études, on n'a pas démontré ces liens entre l'IEC, les ARTAN et la progression de la maladie rénale. C'était probablement un problème de sélection. Les IEC et les ARTAN marchent quand il s'agit d'une glomérulosclérose focale et segmentaire. L'insuffisance rénale chronique, une fois installée, il faut éviter l'évolution vers les stades 5 en agissant sur tous les facteurs de progression de la maladie rénale, mais en agissant également sur tous les facteurs pour stabiliser, pour maintenir en état stable les patients drépanocytaires. Le stade 5 de la maladie rénale, oui, il y en a qui arrivent, mais beaucoup sont éliminés en cours de chemin.
À cause de quoi? À cause des infections, à cause des syndromes thoraciques aigus. Aux États-Unis, par exemple, les drépanocytaires représentent que 0,1% de la population des dialysés. Chez nous, on n'a pas des études, mais on a quelques drépanocytaires qu'on a à suivre. Mais la mortalité est très élevée. La mortalité est très élevée plus à cause de cortège de comorbidités que les drépanocytaires apportent au stade 5 de la maladie. Il y en a qui viennent peut-être avec une asplénie fonctionnelle, ils viennent avec déjà leurs complications cardiaques, susceptibilité aux infections. C'est ce qui rend difficile la prise en charge au stade 5 et c'est ce qui rend aussi difficile la prise en charge des greffés. Vous savez, ils ont l'habitude d'être transfusés. Tout ça, c'est autant de facteurs qui peuvent favoriser plus tard des rejets. Les tubulopathies, il faut corriger au cas par cas. La déshydratation, il faut réhydrater. L'acidose tubulaire, lorsqu'elle est distale, il faut faire attention, ça peut s'accompagner d'hypokaliémie. Mais en dehors de l'acidose distale, quand ils ont une insuffisance rénale, ils se feront plus fréquemment l'hyperkaliémie, qui de toute manière peut être favorisée aussi par les hémolyses intravasculaires. Mais quand ils ont une acidose tubulaire distale, attention, il peut s'agir d'une hypokaliémie associée, auquel cas l'administration des bicarbonates va aggraver l'hypokaliémie. L'anémie chez les drépanocytaires, oui. Quand vous regardez les recommandations des CADIGO, CADIGO c'est la société savante qui donne des recommandations, ils disent chez les drépanocytaires avec maladie rénale chronique au stade 5, cible c'est 8 grammes. Ils conseillent de donner des EPO, mais attention, l'EPO peut favoriser l'hyperviscosité. L'EPO peut favoriser des crises vaso-occlusives. Donc, c'est vrai, c'est une recommandation. Je mets comme ça parce que c'est une recommandation. Mais, actuellement, il y a les IF, propylhydroxylase inhibiteurs, qui peuvent stimuler aussi la production des globules rouges, mais ce n'est pas encore très répandu. L'hématurie, on peut donner la desmopressine, l'acide aminocaproïque, mais il y a des traitements urologique aussi. Quand c'est un carcinome papillaire, il faut faire la néphrectomie. Je pense avoir dit l'essentiel sur la néphropathie cyclanémique chez l'adulte, mais un peu chez l'enfant quand même. Professeur Nimbo, c'est votre plage. Je continue, comment on fait? Bon, je vais continuer pour l'instant. Alors, puisque le chef a beaucoup de programmes, nous allons rapidement prendre des questions s'il y en a pour lui. C'est juste 5 intervenants, comme ça après on pourra les libérer. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, s'il vous plaît? Ça sera limité à 5, s'il vous plaît. Oui, où ça? Oui, au-dessus, là, par là, oui. Vous vous présentez et vous posez votre question. Soyez bref et précis, s'il vous plaît. Oui, merci le professeur Makoulo pour la présentation. Moi, c'est le docteur Moussambou Rabi. Bon, ma préoccupation, c'est par rapport au DFG et à la formule qu'on doit utiliser pour calculer. J'aimerais savoir, parce que il y a quand même des études qui contestent. Bon, comme vous l'avez dit, il n'y a pas consensus en termes de formule. J'aimerais juste savoir pourquoi la formule CKDEPI est la moins mauvaise par rapport à d'autres formules. Et est-ce qu'on doit l'intégrer, par exemple, dans le suivi du patient drépanocytaire qui serait sous hydroxyurée, par exemple? Merci, docteur Rabi. Alors, est-ce qu'il y a une autre préoccupation? Docteur Mouaou. Oui. Docteur Mouaou, gardez la main levée, s'il vous plaît. Ici, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. Ma préoccupation est sur la bandelette urinaire, professeur. Quelle est la place de la bandelette urinaire dans les néphropathies drépanocytaires et à quel rythme doit-on la demander chez le malade lors du suivi? Merci. Oui, docteur, de ce côté-là, posez vos questions sans les expliquer, s'il vous plaît. Soyez concis et précis. Merci beaucoup, professeur. Moi, c'est docteur Christian. Je voulais aussi revenir sur le calcul du débit des filtrations glomérulaires. Vous avez parlé de plusieurs formules, mais vous avez beaucoup plus insisté sur la formule de CKDP. Je ne sais pas si cette formule, on peut aussi l'appliquer en pédiatrie, parce qu'il y a aussi une autre formule qui est celle de Schwartz. Merci. Merci. Oui, docteur, allez-y. Merci, professeur. C'est docteur Babaka de l'UNILOU, pédiatrie. Ma question, elle porte sur l'utilisation de l'enzyme de conversion en cas de microalbuminurie chez les drépanocytaires. Alors, vous avez dit que son utilisation dépend de l'atteinte. Alors, je veux savoir pourquoi, dans certains cas, on peut donner, dans d'autres, non. Et en ce qui concerne la créatinine, vous avez dit que ce n'est pas un élément qui nous aide beaucoup dans le diagnostic de la néphropathie drépanocytaire. Alors, le NGAL, est-ce qu'il a de la place? Il a sa place, merci. Merci. Une dernière question, s'il vous plaît. Oui. Au fond, là-bas. Merci beaucoup, c'est l'étudiant Dombas et Samuel. Pour ça, je voulais savoir, vous avez dit qu'en cas de matière, vous donnez la desmopressine. Quel est l'effet de la desmopressine sur les matières en fait? Merci. Alors, professeur, il y a eu 5 questions. Si vous pouvez les ramasser en quelques minutes. La première question, la filtration glomérulaire. En principe, pour mieux calculer la filtration glomérulaire, on doit doser la créatinine au niveau des urines, doser la créatinine au niveau du sang, doser, connaître la diurèse des 24 heures, parce qu'au fait, c'est la formule UV sur P. C'est tellement fastidieux. Il faut tellement beaucoup de mesures qu'on recourt à des formules alternatives, c'est-à-dire des formules qui approchent plus ou moins la méthode idéale. En principe, quand vous proposez votre formule, en proposant votre formule, on doit valider ça par rapport à des méthodes de référence. Et deuxièmement, on doit valider ça aussi en fonction de certains marqueurs qui ne sont ni réabsorbés, ni sécrétés. Des marqueurs qui sont seulement filtrés. Parce que ce que vous avez dans les urines définitives, c'est la somme de ce qui est filtré, de ce qui est réabsorbé et de ce qui est sécrété. Or, nous parlons de la filtration. Il y a des marqueurs qui évaluent bien la filtration comme iotalamate, iohexol, ainsi de suite, qu'on ne fait pas dans la routine. Donc, la plupart de ces formules, on les compare par rapport à ces méthodes de référence. Alors, la formule la moins mauvaise jusque-là, c'est CKD. Et même alors, quand vous utilisez CKD, quand vous utilisez CKD avec cystatine, par rapport à la créatinine, vous avez encore de meilleurs résultats. Mais à la fin, j'aimerais que le prof Ekoulou dise un mot, parce qu'ils font partie d'un groupe qui essaye d'évaluer ça, c'est ça? Avec Koy Agathe, il dira peut-être un mot. Alors, bandelette urinaire. La bandelette urinaire, au fait, quand on dit une croix, ça dépend des marques. Il y a 15-20 ans, quand on disait une croix
des bandelettes, ça signifie au fait que la protéine de 24 heures est autour de 300 mg. Donc une protéinerie significative. Mais il y a de plus en plus des marques où on descend jusqu'à 60 mg maintenant. Donc ça peut aider, mais il faut bien utiliser. Il faut bien utiliser parce que, au fait, ce sont des réactions d'oxydoréduction. Quand vous sortez la tigette, vous exposez à l'air libre et puis par la suite, vous faites votre bandelette, vous aurez des réactions faussement positives. De même que vous pouvez avoir de fausses protéineries parce que la personne a mangé. Le fait de manger, surtout si c'est des aliments basiques, ça élève le pH. En élevant le pH, la coloration peut biaiser. Bref, on peut utiliser la bandelette urinaire dans des dépistages de masse. Combien de fois faut-il utiliser? Il n'y a pas de recommandations claires, mais moi je me dis comme ça ne coûte pas à chaque consultation, plongez, regardez, parce que 100 bandelettes urinaires c'est 30 $. Mais la bandelette vous donne plusieurs informations, à part la protéinerie, la glycosurie, l'idée sur les pH urinaires, l'idée sur la densité urinaire, une idée sur les maturies, une idée sur l'hémoglobinurie. Bref, c'est une mine d'or que les gens n'exploitent pas souvent. Ça peut même vous donner une idée si la personne a une atteinte hépatique. Parce que vous aurez une bilirubinurie qui n'existe pas en situation normale. Les NGAL, ce sont des marqueurs précoces. Ce sont des marqueurs précoces qui peuvent signer une atteinte rénale. Jusque-là, c'est réservé souvent dans des recherches, ce n'est pas vraiment vulgarisé dans des laboratoires pour une utilisation à large échelle. Les IEC en cas de microalbuminurie. En fait, les IEC, on les utilise pour diminuer la pression qui s'exerce au niveau de l'artériole efférente. Vous voyez, en cas de stress au niveau de la circulation glomérulaire, il y a une vasoconstriction préférentielle au niveau de l'artériole efférente. Cette vasoconstriction augmente la pression intraglomérulaire. Et en débloquant cette pression, on peut réduire. Et dans la glomérulosclérose focale et segmentaire, cela est bien démontré que ce mécanisme est vraiment en exergue. Les autres lésions qu'on a citées, glomérulosclérose mésangiale proliférative, au fait, ce sont des mécanismes prolifératifs. Dans la drépanocytose, on peut assister à une stimulation du complément. Quand il y a stimulation du complément, on peut assister à une prolifération des cellules mésangiales ou membrano-prolifératives. Ce sont des pathologies où vous visez plutôt des mécanismes qui peuvent bloquer la stimulation du complément. Alors que dans la glomérulosclérose focale et segmentaire, ce n'est pas vraiment les mécanismes prolifératifs. Il y a exaltation du transforming growth factor bêta qui fait que vous jouez sur les IEC, les artans qui peuvent agir là-bas. Bon, en cas d'hématurie, d'esmopressine, au fait, c'est un traitement empirique. C'est un traitement empirique parce que quand vous voyez même les mécanismes, ce n'est pas vraiment des mécanismes très clairs. Parce que la desmopressine, en réalité, ne devrait même pas agir sur l'hématurie. Ce sont vraiment des manières empiriques. Mais ce qui est mieux en cas d'hématurie, faire la mise au point. Si la mise au point montre que c'est un carcinome papillaire, le traitement idéal, c'est la néphrectomie. Si par contre, vous voyez une hématurie authentique actuellement, avec l'urologie, il y a des techniques qui peuvent permettre vraiment de traiter correctement. Je n'ai pas peut-être dit, l'hématurie peut être aussi l'expression des lésions prolifératives. Donc, il faut voir au cas par cas. Il s'agit de quelle étiologie de l'hématurie. La desmopressine, c'est un peu empirique parce que quand tu vois le mécanisme, ça n'expliquerait pas tout. Mais ici, j'ai voulu tout vous donner parce que vous pouvez vous retrouver dans un manuel où on les cite.
Voilà, je pense avoir répondu à toutes les questions. Je voulais que Ekoulou intervienne quand même sur leur étude où l'on cherche quelle est la meilleure formule chez les enfants drépanocytaires. Professeur Ekoulou, bienvenue parmi nous. Merci, j'étais là depuis le début. Donc, merci pour la parole. La problématique soulevée par le médecin directeur par rapport à la créatinine pour évaluer la fonction rénale chez les drépanocytaires, ça a été également notre grande préoccupation. Parce que vous allez voir, docteur Aloni, c'est celui qui a beaucoup publié aussi dans ces domaines. Et vous allez voir dans ces publications l'hyperfiltration chez les drépanocytaires dans ces papiers, comme dans d'autres à travers le monde. Il y a toujours une hyperfiltration avec des fréquences, des prévalences très élevées chez les enfants drépanocytaires. Donc la question que l'on s'est posée, est cette hyperfiltration, comme on l'a expliqué, est-ce vraiment l'évolution, ça fait suite à l'évolution normale de la maladie, c'est-à-dire une atteinte rénale, le début d'une atteinte rénale, ou carrément c'est dû, n'est-ce pas, à la méthode utilisée pour doser la créatinine. Nous savons avec la méthode déjà faite, il y a plusieurs interférences. Déjà, la créatinine elle-même, comme le MDR l'a dit, c'est déjà sécrété. C'est non seulement filtré, mais également sécrété au niveau tubulaire. Mais également, il y a des interférences, surtout avec la méthode déjà faite, qui est la méthode la plus utilisée, notamment avec la bilirubine qui intervient et qui peut nous donner des valeurs fausses de la créatinine, faussement basse de la créatinine. Alors, par là, pour s'en convaincre, il fallait maintenant mesurer. Donc l'idéal, comme on a dit, c'est la mesure du début des filtrations glomérulaires. Et pour mesurer, il y a des marqueurs, notamment l'iohexol. C'est ce que nous avons utilisé. Et de cette étude, les données, je pense que c'est le docteur Agathe qui a mené cette étude, nous avons deux formules. On a évalué les différentes formules utilisées à travers le monde, voir laquelle s'adapte, n'est-ce pas, à nos enfants, à la filtration de nos enfants. Et de là, c'est deux formules qui ont émergé. Mais ce n'est pas tellement l'idéal non plus. C'est les fast age. Donc, on va vulgariser ça maintenant. Et évidemment, les Schwartz, mais avec la créatinine dosée selon la méthode enzymatique. Ce sont là les deux formules qui ont émergé. Chez l'enfant, on n'utilise pas les CKD. Et puis, donc, vous avez les Schwartz avec dosage de la créatinine selon la méthode enzymatique et les fast age, ce sont les formules que nous allons vulgariser bientôt. Donc, voilà ce que nous pouvons apporter à ce niveau. Merci, professeur Ekoulou. Professeur, merci beaucoup. La plage continue. Je crois que nous avons encore professeur Ekoulou avec nous. Alors là, maintenant, nous allons continuer la série. Professeur, merci beaucoup pour votre présence et votre participation.